Salut à tous et bienvenue sur ValleyPL Multi-TCG. Comment ça va les fous? Moi ça va très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour du popper. Je vous l'avais dit, je vous l'avais promis cette vidéo popper qui va présenter un petit peu tous les decks du format et en même temps je vous fais un point sur ce qui est devenu le format depuis les bans unban qui a eu fin mars. Du coup ça fait un mois et demi au moment où je tourne cette vidéo que les bans ont eu lieu. Je voulais vous la faire plus tôt et je me suis dit que c'était un peu plus sympa d'attendre qu'il y ait des résultats de tournois, etc. Là, je vais prendre principalement les résultats des 2 dernières semaines, comme ça on a le méta un peu plus à l'instant T. Rassurez-vous, le méta change pas énormément. Si vous regardez cette vidéo un peu plus tard, ne serait-ce qu'au mois de juin, il y a de grandes chances que le méta ait pas bougé. Sauf si Final Fantasy réserve moult dingueries pour le format, je ne sais pas, peut-être, on espère. Du coup voilà, je vous fais cette vidéo, petit état du méta du popper après les bans, les débans, ce que ça a apporté, et je vais vous présenter un milliard de decks, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 decks. 15 decks différents, je ne vois pas une deck tech approfondie, je vous présente juste la tête que ça a à peu près, en plus il y a plein de versions de chaque deck qui existe, donc forcément c'est dur d'être exhaustif. Si ça vous plaît, le popper, si le format vous plaît, je compte faire une petite série de vidéos qui va sortir dans les semaines qui arrivent sur comment se mettre au popper, quel deck choisir, et vous présenter certains decks un petit peu plus approfondis. J'ai pas une connaissance incroyable en popper, mais je m'intéresse pas mal au format quand même, donc je suis capable de vous parler de pas mal de trucs. C'est surtout les decks combos, on va dire, que je maîtrise moins parce que si tu les as pas joués 100 games, c'est un peu dur de les maîtriser. Mais je sais à peu près comment ils fonctionnent. Ceci étant dit, avant de parler du coup de ce petit format délicieux qu'est le popper, pour ceux qui ne connaissent pas d'ailleurs, c'est un format où toutes les communes, ou toutes les cartes éditées en communes en tout cas, sont autorisées et aucune autre. C'est un format délicieux, budget est pas cher, mangez-en. On met le petit pouce bleu, on s'abonne si c'est pas déjà fait et on met un commentaire pour me dire ce qu'on pense de cette vidéo parce que notamment si vous faites ça vous pouvez potentiellement gagner un bon d'achat de 80€ sur labellecarte.fr, ça fait plaisir. N'hésitez pas, labellecarte.fr, on se régale, on y va, on précommande des petites sucreries, on commande d'autres sucreries suivant si c'est sorti ou pas. Code ValleyPL 2025, quand vous faites votre commande, ça vous donne 5% de réduction lors de votre premier achat avec le code. Et ça fait plaisir, ça marche normalement surtout. Merci également à GameGenie qui nous soutient sur toute l'année 2025 avec leurs produits délicieux, sleeve deckbox, sous-sleeve, enfin perfect size, qui ont différentes épaisseurs d'ailleurs. C'est la seule marque je crois qui fait ça et ça me régale. En tout cas je l'ai découvert avec eux, franchement c'est top. Et merci à ceux qui nous soutiennent via Tipeee ou les souscriptions YouTube, vous régalez. Bref, on est parti. Alors on va prendre déjà qu'est-ce qui se passe dans l'espace avec ça. Mais petit rappel avant. Qu'est-ce qui a été banni? Il a été banni le Kuveikai indolent. Barre-toi, toi. Le Kuveikai indolent parce que deck combo où on mettait des marqueurs à l'infini dessus, on faisait du mana infini avec d'autres, du mana incolore, avec d'autres cartes, on transformait ce mana incolore en mana coloré et ensuite on allait chercher, on pouvait potentiellement piocher beaucoup de cartes, puis chercher un kill dans le tour ou simplement avoir plusieurs créatures infinies, ce qui en popper est quand même assez fort, hein, ça bat pas mal de decks. Donc ça commençait à devenir trop dominant et surtout ça prenait une part du méta. En fait ça empêchait à certains decks de vivre parce que ça se faisait éclater par ça, notamment les decks Grul midrange. Ce qui était un petit peu dommage parce que c'était un deck très apprécié notamment par les gens. Également banni, à juste titre, une énième version d'un spell noir qui permet de sacrifier un artefact ou une créature pour piocher 2 cartes, sauf que celle-ci a fait un trésor. Donc ça coûte techniquement que 1 mana. Et 1 mana draw 2, eh ben c'est un peu fort pour un format comme le popper. C'est un peu fort dans n'importe quel format, mais dans le popper c'est très fort. C'était joué partout. Dès qu'il y avait du noir, on jouait 4 disputes mortelles, il n'y avait pas de galère. Et ça, bah, vous le savez, hein, si vous suivez la chaîne, notamment, on vous l'a déjà expliqué, mais ce sont des choses que les gens n'aiment pas trop en général quand ils sont à la R&D de certains jeux. Là, c'est pas de la R&D, c'est le comité du popper, le PFP, le Popper Format Panel, dirigé notamment par Gavin Verret, qui est aussi de cet avis de dispute mortelle, on l'a vu quoi, on l'a vu, c'est fort, on en a soupé. Il y a plein d'autres versions maintenant de cet effet-là, soit qui fait gagner des points de vie, soit qui se flashback, soit qui fait les tokens map, donc pas les tokens trésors, ce qui est quand même moins fort. Donc jouez ça plutôt. Je vous mets d'ailleurs l'article en description qui explique un peu tout. Là je vous fais en gros, grosso modo, l'avis de la commu, un peu l'avis du PFP. Si vous voulez leur avis en détail, leur avis exact, allez voir l'article, ce sera beaucoup plus parlant. Et le ban qui a un peu surpris tout le monde, c'est Renaissance de Kuldota. Un mana rouge, on sacrifie un artefact, on met 3 gobelins 1-1 sur le champ de bataille, un peu comme une carte qui existe en standard, même si c'est pas exactement la même, mais bon, ça fait grosso modo le même effet.
Ça, c'était joué dans Mono Rouge, Mono Red Cult Dota, qui est un deck phare du format depuis des années maintenant. Je vais pas dire depuis que cette carte-là existe, parce que le Popper a commencé à fleurir après, mais ça fait très longtemps en tout cas que cette carte-là existe. Et le but, c'était de jouer Mono Rouge aggro, mais en passant par le board. Un petit peu de Sword de Burn, mais beaucoup de créatures. Notamment un gobelin qui met +1/+0 à toutes les bêtes. Du coup, vous faisiez dans le même tour ça plus le gobelin. Et vous attaquez pour 8. Vous n'avez rien sur le board et en 2 cartes, vous mettez 8 points avec 4 bêtes sur le board. Ce qui peut être dévastateur ou létal. Et si vous le curvez 2 tours d'affilée, donc vous faites Renaissance tour 1, imaginons, bête tour 1, Renaissance tour 2, Renaissance Gobelin tour 3. Voilà, vous mettez un board en quelques cartes vraiment démoniaque pour l'adversaire. Il ne peut pas, difficilement s'en relever. Donc cette carte-là a été ban et on le verra plus tard. C'est un ban très intelligent, je trouve, et assez cool. Alors désolé pour ceux qui adoraient jouer ce deck-là, mais je pense que vous aurez une solution de repli, comme je vais vous le montrer, qui n'est pas trop gênante. Et il y a eu 2 débans qui sont des trial débans. Prisme prophétique en premier lieu. Oh, et j'ai spoilé l'autre, du coup, qui est High Tide. Qu'est-ce que c'est des trial débans, en fait? Jusqu'à la prochaine annonce de banlist, qui aura lieu fin juin, si je ne dis pas de bêtises, ces cartes-là sont légales dans le format. Et à la prochaine, ils disent si oui c'est bon, ça peut rester dans le format, il n'y a pas de galère, ou si ah bah non, en fait c'était une erreur, du coup on la rebanne. Prisme prophétique qui avait été ban à un moment donné où Tron était très fort dans le format, parce que ça permet à tous ceux qui font du mana incolore de le transformer en mana coloré pour faire n'importe quoi, ce qui est le cas, on le verra avec certains decks qui reviennent, mais justement comme Tron n'existait plus trop, ils se sont dit bon on aimerait bien que Tron revienne un peu, on débanne Prisme prophétique, et ça profitera à certains autres decks. Ça, c'est un peu plus problématique, c'est une carte extrêmement puissante, High Tide, pour un mana bleu, toutes les îles, même votre adversaire, produisent un mana bleu supplémentaire quand elles sont engagées. Donc ça double vos manas, mais si vous castez 2 High Tide, ça fait x3. Vous faites 3 manas avec une seule île, puisqu'il y a 2 fois l'effet de vos îles font un mana de plus. Et ainsi de suite, hein. Si vous castez tous vos High Tide, ce qui est un petit peu le but du deck, vous allez faire énormément de mana. Ça a été ban un peu au cas où, parce que c'était fort à l'époque sans être spécialement broken, mais quand le format a avancé, ils se sont dit bon, on va ban High Tide parce que potentiel un peu broken. Là, quand ils ont testé en interne, ils ont dit bon, bah ça n'a pas l'air si broken que ça, mais on verra avec les milliers de joueurs qui vont tester, peut-être qu'ils vont trouver des builds craqués, et dans ce cas-là, il faudra reban la carte. Pour l'instant, c'est ok, je vous le dis, hein, j'ai vu les stats, c'est très ok, mais je ne sais pas si l'expérience de jeu de jouer contre est super satisfaisante. Donc, si jamais le deck commence à devenir un peu fort, c'est un truc qui peut redégager. Mais pour l'instant, ça va. C'est pas très présent dans les tops de tournoi, donc c'est ok. Voilà, donc banlist masterclass, je trouve. Je suis super content et très d'accord avec eux sur ces bans-là, sur ces débans aussi. Je pense même qu'il y a d'autres trucs qui pourraient déban, mais voilà, point trop d'infos. Vous savez, c'est toujours pareil quand il y a potentiellement un problème dans le format. Si on change trop de trucs d'un coup, on ne sait pas ce qui a marché. Donc on ne sait pas ce qu'il faut retoucher ou s'il faut changer d'autres trucs. Donc là, c'est très bien, c'est quand même 3 bans et 2 unbans. La méta actuellement, Red Deck Win est toujours très présent, mais on a un nouveau entre guillemets qui a fait une belle perf, qui commençait déjà à performer avant les ban unban, et là qui a vraiment pris du poil de la bête, c'est Rakdos Aggro, qui est Rakdos Madness. Jund qui s'est complètement cassé la gueule après le ban, puis finalement, puisque ça jouait la version combo, puis finalement qui s'est mydrangisé et qui prend du poil de la bête, ça fait plaisir. Mono Blue Aggro qui est toujours là, différentes versions, toujours vivant comme Renault. Elf qui est un peu la belle surprise du format, qui est présent depuis des temps immémoriaux, mais qui est toujours à moins d'1% de représentation. Et ben là il est à 8%, il casse des gueules. Alors attention, Elf c'est un deck très très puissant, quand tout le monde le laisse vivre, et notamment qu'il laisse vivre, c'est Affinité qui a pas mal reculé, qui était au-dessus des 10%, qui est à 7% maintenant. Ça existe toujours, mais voilà, c'est un petit peu en recul. Grulagro qui a repris un peu de poil de la bête, qui se stabilise à 6%. Le reste, ça reste dans des pourcentages assez oubliables. Monogré Agro que je vous ai pas présenté aujourd'hui parce qu'il y a plein de versions différentes, donc au final les 4% ne sont pas représentatifs. Il y a des versions bagarre, il y a des versions semi-elf qui se cachent dedans, il y a des versions infect, combo infect créature. Au final, c'est pas vraiment 4% que d'un seul deck. En tout cas, des dernières decklists que j'ai vues. Peut-être que plus tard ça se stabilise. En version contrôle, là il y a du grabuge. Urzatron qui avait fait une percée s'est fait un petit peu booter. Dimir contrôle reste toujours, lui il sera toujours entre les 3 et 6% de représentation, il bouge pas. Et les autres decks contrôle sont
très peu joué, Golgari Garden qui avait refait une perf, vitalement recule légèrement. Et dans les decks combo, il y a forcément High Tide qui est apparu, Reanimator, Dredge qui n'était pas trop présent, qui là l'est un peu plus et se stabilise comme un bon deck du format, notamment parce que ça a des très bons match-up contre les deux tier 1 qui sont Red Deck et Rakdos Aggro. Et un nouveau que je vous présenterai tout à la fin, Balustrade Spy. Si vous ne connaissez pas le format Pauper, vous allez adorer. C'est vraiment un deck qui peut exister en d'autres formats en vrai, mais qui puisse exister comme ça avec cette version-là en Pauper, ça régale. Ça régale. Donc voilà pour le metagame. En gros, vous allez dire, je vous ai lu un petit peu MTG Top 8, mais vous ne suivez pas forcément le Pauper régulièrement, donc vous ne savez pas un peu ce qui se passe. Donc voilà, je vous donne des news et comment ça bouge. On passe au decklist, donc Red Deck Queen, le deck toujours le plus présent du format avec côté Rakdos Aggro. Je vous le présente pourquoi, parce que c'est la nouvelle mouture. Maintenant, on joue rouge aggro, quid des Kuldota Rebirth, du coup, qui ont été bannis forcément. On enlève aussi les gobelins qui buffent tout le board. Petit fun fact d'ailleurs, je pensais pouvoir monter l'ancienne version, je n'avais jamais acheté les gobelins. Et ben, quand je me suis dit, tiens, je vais les acheter pour monter le deck, Kuldota Rebirth c'est fait ban, pardon, donc pas besoin des gobelins. Donc finalement, j'avais la nouvelle mouture de mono rouge prête à en découdre. On joue plus de burn, forcément on joue des Shine Lightning, des Lightning Bolt, des Lava Dart pour aller directement dans la tête de l'adversaire. Beaucoup de pioches avec Reckless Impulse, Vrain's Resolve pour exiler les deux cartes du dessus et pouvoir les jouer. Excusez-moi. On joue des tourins excellents comme le Clockwork Percussionist, le Goblin Tomb Raider et le Voldaren Épicure. Celui-ci n'est pas forcément dans toutes les decklists, mais est dans celle-là qui a fait un petit 5-0 sur le nid, qui est une bête prouesse. Et ça revalorise toutes nos spells non créatures en mettant un dégât de plus. Galvanic Blast qui, dans ce deck, mais pas tout le temps 4. C'est en late game que ça arrive à mettre 4. Hein. Souvent, c'est un choc en début de partie. Donc, il faut arriver plutôt en mid-game, on va dire, pour mettre 4 dégâts avec. Experimental Synthétiseur qui était là déjà dans les versions, parce que c'est un artefact qui fait de la value. Je vous parle pas spécialement des sides. Hein. Là, le but, c'est de vous parler des main decks. Nouvelle mouture, plus simple à jouer qu'avant. Si vous voulez commencer le format et que vous savez un peu jouer aggro, je pense que c'est un bon choix. C'est pas un deck facile à jouer, attention, mais si vous avez l'habitude de jouer aggro, deck de masse critique, vous ne serez pas perdu en jouant un truc comme ça. Mais bon, ça c'est le cas pour une autre vidéo, bien entendu. Rakdos Burn, lui, il a vraiment une version quasi identique tout le temps, puisqu'on ne peut pas se séparer de Faceless Looting, Voldaren Épicure, Sneaky Snacker, Kitchen Imp, Grab the Prize, Bolt, Fairy Temper, Vampire's Kiss, Aim, Arms of the Vein. Il y a Highway Robbery et Chain Lightning qui sont pas tout le temps, enfin surtout Highway Robbery qui sont pas tout le temps dans les decklists, mais en gros, ce deck là, il a cette mouture là, bien stack, et ça défonce tout. Ça défonce tout, c'est vraiment très fort. On passera sur la mana base qui comporte plein de landes un petit peu corner, hein, comme un land supplémentaire qui peut arriver d'étape, parce qu'on burn la tête de l'adversaire. Les landes qui sont les seuls déserts joués du Pauper, en tout cas c'est les seuls que j'ai vu jouer qui ping de 1. Un petit Boujou-Kabo qui fait plaisir. L'idée de ce deck là, c'est de burn la tête de l'adversaire, mais pas comme mono rouge, en défaussant des cartes. Vous allez défausser par exemple des Kitchen Imp qui vont mettre 2 points de dégâts parce que vous pouvez les jouer avec la Madness. Madness, c'est payer un coup alternatif pour jouer la carte au moment où vous la défaussez. Sneaky Snacker qui se joue tout seul, qui se réanime quand vous piochez 3 cartes. Ce qui est très facile avec Grab the Prize ou Faceless Looting ou Highway Robbery. Ça qui est une foudre supplémentaire. Donc en fait vous avez Chain Lightning qui est une foudre qui est une foudre, Fairy Temper qui est une foudre. Donc vous avez 12 effets, 1 mana, 3 dégâts. Dans le deck c'est vraiment vraiment fort. Les effets de défausse vous les avez avec Voldaren Épicure, Faceless Looting, Grab the Prize, Highway Robbery. Quand vous allez défausser Alm of the Vein, vous allez faire mieux que foudre, vous allez faire Drain de vie 3, donc c'est énorme, notamment contre les decks aggro. Et ça vous crée 2 jetons blood qui vous permettent de défausser du coup en sacrifiant le jeton, en payant 1 mana et qui font un petit drain de vie 2. C'est pas la meilleure carte du deck honnêtement, mais ça permet d'avoir un petit second souffle, c'est pas dégueu. La MVP, mais vraiment la MVP du deck, quand j'ai testé, j'ai joué contre, c'est Grab the Prize. Cette carte n'a aucun sens. Pour 2, vous allez défausser une carte en tant que coup supplémentaire, vous allez piocher 2, et si la carte que vous allez défausser n'est pas un land, vous allez mettre 2 à chaque adversaire. Et donc quand vous défaussez par exemple une Fairy Temper, vous payez le coût de Fairy Temper, donc pour 3 mana, vous infligez 5 dégâts à l'adversaire, vous piochez 2 cartes. Ça vous a coûté 2 cartes, vous récupérez 2 cartes. Donc pour 3, vous mettez 5 et votre main n'a pas bougé. C'est insane. Si vous mettez des trucs comme ça met un peu moins de dégâts, mais ça met des permanents sur le board. Si vous avez défaussé des Sneaky Snackers au passage, vous allez les réanimer potentiellement. Enfin, c'est délirant.
C'est délirant. L'ennemi de ce deck-là, c'est la mana base qui est un peu chiante parfois, notamment avec les land tap. Ça vous oblige à ne rien faire en début de partie. Et il faut un bon nombre de cartes actives et de terrain. Si vous n'avez pas assez de terrain, vous allez mettre trop de temps à burn la tête d'adversaire. Si vous avez trop de terrain, vous n'allez pas avoir assez de burn. Donc c'est un peu ça l'ennemi du deck, mais c'est très dur de faire des mauvaises sorties. Si vous avez une main de départ correcte, de faire des mauvaises sorties avec ce deck, c'est quasiment impossible, tellement vous piochez, défaussez, vous mettez tout dans la gueule, vous survivez avec votre gain de points de vie contre des decks aggro. C'est vraiment un deck très très puissant, c'est pas pour rien qu'il est passé quasiment le deck le plus joué et représenté du format. Ce petit Jund, dans sa version du coup non combo, mais plutôt mid-range, qui est, pour le coup, on peut le dire, hein, quasiment le seul deck mid-range du format. Je sais pas comment il le catégorise, ouais, juste en Jund Wildfire. Il n'y a pas de catégorie mid-range sur MTG Top 8, donc forcément il est avec la deck aggro. L'idée ici, c'est vraiment juste de faire de la value, d'avoir des bons anti-bêtes. On a plein de piocheurs avec ça et ça, qui vous font sacrifier un truc pour piocher 2. Des bons anti-bêtes clean avec cast down. De la rampe avec Cleansing Wayfarer que vous faites sur vos propres terrains, puisqu'ils sont indestructibles. Et du coup, vous allez chercher un land, vous piochez une carte pour 2. C'est vraiment pété comme carte quand vous avez des lands indestructibles. Vous avez ça qui pioche en gagnant des points de vie. Vous avez de la Haie de Cimetière main deck. Vous avez des Blood Fontaine qui sont votre kill finalement, parce que vous allez reprendre des bêtes pour tuer votre adversaire qui vous les aura peut-être gérés, comme le familier ou la chrysalide. Si vous ne les avez pas gérés, bah, vous allez les tuer en attaquant avec. Vous avez de la value, encore une fois, avec Ichor Spring. Quand vous sacrifiez avec vos effets sacrifiés, vous piochez 3. Vous avez l'ambasse pour faire de la value, avoir un plan de late game, on va dire, parce que vous le remélangez à votre deck, qui vous fait gagner des points de vie régulièrement. Vous avez ça qui, sur un oups, vous met 10 dégâts à l'adversaire. Vraiment, c'est un deck hyper plaisant à jouer. Pas simple, mais hyper plaisant à jouer, qui fait un peu tout. Pour le coup, la mana base n'est pas du tout un ennemi, puisque vous avez des Cleansing Wayfarer qui vont vous chercher des landes de base pour vous stabiliser. Vous avez 4 fetch, vous avez 8 bilands. Donc vraiment, vous êtes tranquille, quoi. Vous êtes tranquille, c'est très facile de caster vos spells, vous avez beaucoup de pioches aussi. Vous avez accès à du side vraiment très très vénère, donc des vras supplémentaires, des trucs contre les decks bleus. Enfin, c'est un deck qui est super à jouer, mais par contre, vous ne tuez pas. C'est très très long à tuer. En late game maintenant, vous pouvez mettre X marker sur une bête pour one shot topo. Avant, ça jouait pas forcément des Nyxborn Hydra, enfin pas toutes les decklists en tout cas. Mais c'est une mauvaise carte. Nyxborn Hydra, c'est bien pour justement tuer et ne pas vous faire tuer par des Bedfly comme les decks Fairy, mais sinon c'est pas une très bonne carte. Donc c'est pour ça que pas tout le monde les jouait dans les versions. Je pense moi que si je jouais une version, ce serait exactement celle-là. Vous avez plein de trucs à faire, vous piochez tout le temps, vraiment c'est hyper agréable à jouer, mais voilà, faut savoir que vous allez faire des games longues et fatigantes. Mono bleu qui a deux versions, Mono bleu Fairy que je préfère, même si c'est pas forcément la meilleure. Où là le but c'est juste de jouer des petites fées pour ensuite contrecarrer en jouant vos fées, et vous reprenez vos petites fées qui ont 2 ETB avec vos ninjas qui ont quasiment le même effet. Quand vous touchez avec vos ninjas, vous piochez des cartes, ça permet de piocher des counter spells pour contrer les méchants spells de l'adversaire, ou de piocher des piocheurs comme Off One Mind et submerger totalement l'oppo. Ça du coup c'est assez haut en pourcentage de représentation parce que ça inclut 2 decks différents, mais il n'y a que 2 decks on va dire dans Mono Bleu Aggro. Donc c'est pour ça que je le compte comme un seul deck, entre guillemets. En plus que le plan de jeu est assez similaire. Donc là, on joue tempo avec des fées. Et avec cette autre version, on joue tempo, mais avec des delvers. Donc le but, c'est de retourner un delver le plus tôt possible pour avoir une 3 de fly qui besogne l'adversaire. Et sinon, on a un plan grosse bête avec les cryptiques serpents et les Tolarian Terror que vous allez caster pour 2 ou 1 mana. Et vous allez tuer l'adversaire comme ça. Les spells sont pas les mêmes. Vous voyez que là, on a plein de spells qui vont se mettre au cimetière. Lorien Reveal, Deep Analysis qui se résout au cimetière. Ponder, voilà, on veut creuser justement pour trouver nos kills. On est moins dans le côté tempo. Sauf que si vous n'avez pas vos delvers, vous êtes dans le côté contrôle puis grosse bête. Si vous avez vos delvers, vous êtes carrément dans une version tempo où justement vous allez protéger vos delvers avec un petit spell pierce, des petits counter spells pour aller grappiller un maximum de points, puis finir la game avec ça, à contrario de finir la game avec des ninjas par exemple dans l'autre version. Je pense que cette version est plus agréable à jouer parce que vous sentirez beaucoup moins cul nu que cette version-là. Quand vous avez plus le board, vous le reprenez jamais avec la version Fairy. Mais la version Fairy, quand vous commencez, franchement, vous vous sentez tellement frais, vous n'avez pas besoin de votre Delver Tourin, etc. que voilà, si vous êtes chanceux au dé et que vous avez Solantos, c'est pas mal la version Fairy. Elf, bon ça, il y a plein de versions différentes suivant les préférences de chacun. Le cœur du deck, c'est on joue 13 forêts, plein d'elfes à mana,
et on fait plein de mana, on fait plein d'elfes. Quand on n'a plus d'elfes, on casse des trucs comme Winding Way ou comme Lead the Stampede pour piocher 1 milliard de cartes. Il y a des versions qui packent, voilà, d'un petit Avenging Hunter pour essayer de clore les games en prenant et en gardant l'initiative. On est dans le donjon. Ça, une fois que vous avez plein d'elfes, vous mettez plus expédique sur un elfe qui n'est pas bloqué et ça bute un dépôt littéralement. C'est vraiment tribal elf. Hein. Si vous avez l'habitude de jouer elf, vous ne serez pas perdu. Si vous n'avez pas l'habitude, vous êtes complètement perdu. Sachez que vous mourrez complètement. Le deck ne peut pas battre Krark-Clan Shaman. À moins que de faire un board tellement vite et tellement touffu que Krark-Clan Shaman ne tue plus votre board. Mais voilà, les decks qui jouent ça, c'est votre némésis. Et c'est ça qui tient bien en respect, notamment elf. C'est ça qui le tenait en respect avant. Mais comme ces decks-là ont un petit peu reculé, c'est pour ça qu'ils se régalent, notamment elf. Autre chose cool, je dis que je parlais pas spécialement du sideboard, mais ça c'est trop bien. Vous avez accès à plein de couleurs, puisque vous avez des elfes, je sais plus lequel c'est, celui-ci notamment, voilà, qui font un mana de la couleur de votre choix, donc ça vous permet de jouer main deck du bleu pour piocher plein de cartes alors que vous ne jouez que des forêts, ou bien en side, d'avoir accès à des Hydroblast, Mesmeric Find, Negate, etc. Il y en a même qui se passent aussi du rouge. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc c'est ça qui est très agréable avec le side. Par contre, quand vous n'avez pas vos elfes qui font un mana de la couleur de votre choix, c'est chaud. Surtout qu'il y a des versions quand on joue plus. Donc là, vous avez aussi ceux-là, je crois. Ouais. Des versions quand on joue plus. Là, vous en jouez que 8 dans cette version-là. Vous pouvez retrouver un petit peu cul nu, quoi. Notamment si l'adversaire vous les gère. Grixis, bon, on passe rapidement. C'est toujours la même version du deck. On a un maximum d'artefacts. On joue ça pour 0 mana, ça pour 1 mana. On a un pack contrôle autour de ça qui pioche énormément avec ça, ça et ça. On a les Krark-Clan Shaman, comme je vous disais, qui détruisent les decks aggro, notamment les decks elfes. Ça pour les decks qui ne jouent les plus grosses bêtes qu'on a besoin de brasser. Parce que quand vous donnez des touch à votre Krark-Clan Shaman, ça brasse tout, sans condition. Sauf les bêtes vol, hein, évidemment, que ne touche pas le Krark-Clan Shaman. Ça aussi, ça marche bien. Vous l'équipez à votre Krark-Clan Shaman et hop, ça tue tout. On joue de la haie de cimetière encore une fois main deck parce qu'on c'est un artefact. C'est le grind, voilà, c'est le grind absolu. On pioche 1 milliard de cartes et on va finir avec des Galvanic Blast et des petites bêtes. Et des fois un Makeshift Ammunition. Je vous en conjure, si vous jouez ça, ne prenez pas des listes qui ne jouent pas de Makeshift Ammunition. C'est une carte beaucoup trop puissante dans le format pour s'en passer. Jouez-en qu'une, hein, pas plus, mais une c'est obligatoire. Gruul, qui existe en 2 versions, je vous propose celle-là que je trouve plus sympa et plus ludique, qui est Gruul aggro. Il y a Gruul casse-land aussi, où soit vous mettez des bêtes, soit vous cassez les landes de votre adversaire. Si vous rencontrez des trucs comme ça ou comme Jund, c'est un deck casse-terrain qui ne fait rien à la une, qui est vraiment nul, parce que vous paquez plein de cartes nazes. Donc je vous recommanderais de jouer plutôt cette version-là. L'idée c'est d'exploser en mana avec des Utopia Sprawl et des Wild Growth sur vos terrains que vous allez dégager avec Arbor Elf. Et ensuite vous castez des ports. Vous castez des ports. Contrairement aux versions d'avant qui jouaient énormément de grosses créatures, là on passe un peu par un plan de jeu aggro un peu plus midrange. Donc je le disais, il n'y avait pas vraiment de deck midrange dans le format. Ça c'est un deck pour le coup qui est un peu plus... qui est entre l'aggro et le midrange. Parce que bon, quand vous jouez des trucs comme ça, tour 2 et 3-3 pour 3 là, qui ont vigilance piétinement par exemple, c'est pas vraiment midrange, hein, c'est vite bagarre. Et ensuite vous allez finir la game avec des trucs comme ça. Mais avant on jouait des Altisor, etc. On montait à 7 mana pour caster des gros pâtés. Là vous voyez on n'a même pas de Ent dans la decklist, ils ont été cutés. Et l'olifant on le recycle souvent pour aller chercher une montagne. Donc en fait, vous allez chercher à caster des drops 4 et 5 avec Avenging Hunter et Freezing Chrysalis. Chrysalis, ouais c'est ça. Vous allez les buffer avec des marqueurs, ça c'est vraiment trop fort pour buffer votre board. Et vous allez surprendre votre adversaire avec une bête Ace qui va mettre potentiellement un autre Bazouzou en jeu. Un petit peu de pioche avec Malevolent Rumble et Lead the Stampede en one-off. Un petit peu d'interaction, ce qui manque cruellement au deck, notamment quand certains decks combos, c'est des interactions. Donc là on en a 2, mais ça suffit pas forcément. Et voilà, ça c'est vraiment très simple à jouer, très ludique. Vous détestez jouer contre combo parce qu'il vous éclate. Si vous jouez pas contre combo, vous avez un match-up assez décent contre à peu près tout, c'est cool. Dimir Control, je vous le présente, même s'il a vraiment pas trop bougé. On se meule avec des écurages de pensée et des Mental Notes pour jouer rapidement des Gurmag Angler et des Tolarian Terror. Essayez de jouer Tolarian Terror avant les Gurmag Angler, l'inverse ne marche pas trop. Il y a des versions maintenant qui jouent des Cryptic Serpents pour vraiment trouver des bêtes.
Je trouve que les versions qui jouent ça sans jouer énormément de meules supplémentaires, ça peut être un petit peu compliqué, notamment quand tu joues un Gurmag et que du coup tu trouves derrière tes 2 autres bêtes que tu peux pas trop caster. C'est un peu gênant, mais bon, le deck continue de performer. Des bons anti-bêtes avec Snuff Out, Cast Down, des bons counterspells avec ça. On joue Brainstorm. On remélange pas trop la bibliothèque pour le coup avec Brainstorm dans cette version-là, donc on peut être Brainstorm Lock. Si on n'a pas les Lorien Reveal en tout cas, ça peut être chaud. Deck contrôle. Contrôle qui tue avec des grosses bêtes. Si vous aimez ça, foncez. En restant sur des contrôles, on a une nouvelle version, grâce au déban justement, de Urzatron Control, presque combo, Prophetic Prism du coup qui est juste ici, qui permet de transformer, ainsi que l'Energy Refractor, les 1000 mana que vous allez faire en mana colorée pour caster des spells. Ça c'est un deck qui est magnifique, mais vraiment je suis amoureux de cette decklist. C'est trop beau, il y a plein de one-off, plein de side main deck, comme des pulsations de Murasa qui gagne 6 PF, qui reprend une créature ou un land du cimetière dans la main, ça qui met 2 dégâts à tout, ça qui fait Storm gagner 3 points de vie. Vous avez plein de trucs par-ci par-là. Vous avez des tutors avec des Mystical Teaching pour aller chercher justement un instant ou une carte avec le flash. Vous allez faire du boui-boui avec Ephemerate qui va blinker, des Mnemonic Wall qui vont du coup vous permettre de reprendre des instants de sorcerie, comme le Ghostly Flicker qui va ensuite reprendre des Ephemerate. Vous allez jouer à un Murmuric Mystique et faire plein de tokens à un fly pour tuer votre oppo, ou bien vous allez tuer au Moondrifter de 2 fly potentiellement. Enfin, c'est un peu compliqué de jouer ça parce que vous avez plein de one-off, mais quand vous maîtrisez le pack, c'est vraiment trop satisfaisant, c'est trop cool, trop cool. Moi j'ai jamais encore testé ce deck là, me manque les lands d'Urza notamment pour le monter bientôt, vous inquiétez pas, c'est trop bien. Vous jouez des Fog aussi comme le seul type que vous êtes si vous jouez ça, enfin vraiment trop de trucs cool à faire avec ce deck là, mais vos 10 premières games vous les perdez parce que vous comprenez pas ce qu'il faut faire. Et même moi, j'ai du mal à vous dire ce que vous devez faire. Regardez, vous jouez ça. Vous savez ce que ça fait, ça? Ça vous dit que l'adversaire ciblé, il passe sa prochaine phase d'attaque. Et vous le blinkez évidemment avec des trucs comme Ephemerate, comme Ghostly Flicker. Donc l'adversaire, en fait, il va juste pas jouer. Il va juste pas jouer de phase d'attaque. Et quand il va jouer, vous allez faire ça en flashback. Boum! Pas de blessure de combat. Donc tous les grues, l'aggro, etc., là, ça dégage. Juste ça dégage. Et autre deck contrôlish, même si je trouve que c'est plus des combos, c'est Altartron, où vous allez tuer avec Mir Retriever, Pack Doll Terror qui est sorti récemment, et Ashnod Altar. Le but c'est qu'avec votre Ashnod Altar, vous allez sacrifier une bête qui vous fait 2 mana, vous allez sacrifier Mir Retriever pour faire 2 mana, qui vous permet du coup de reprendre un artefact de votre cimetière dans votre main, qui sera un autre Mir Retriever, et comme ça coûte 2, bah, avec un que vous sacrifiez, vous reprenez l'autre, avec les 2 mana du premier que vous sacrifiez, vous castez l'autre. Vous sacrifiez ensuite celui qui vient d'arriver en jeu, etc., etc. Et du coup, vous avez tout le temps une bête à sacrifier, une bête à reprendre. Mais si vous faites ça en boucle, il ne se passe rien. Et c'est là que Pack Doll Terror intervient. Quand vous l'avez en jeu, chaque fois qu'un artefact arrive, vous drainez de 1. Donc en fait, vous faites drain de vie infini. Et vous gagnez la game comme ça. Vous piochez énormément avec ça, avec Candy Trail, avec Expedition Map. Vous piochez des landes du coup. Vous piochez avec Chromatic Star, comme on l'a sacrifié. Vous piochez avec Prophetic Prism quand il arrive en jeu. Si ce n'est pas un land ou une partie de la combo, c'est un spell de pioche. Et le but c'est de faire plein de boui-boui sans crever jusqu'à mettre en place votre combo. À la 1, c'est hyper satisfaisant comme deck. À la 2, vous prenez beaucoup de hate, c'est difficile à manier. Mais il y a des decks qui répondent quand même pas très bien parce que vous pouvez pas trop casser d'artefacts puisque tout se reprend. Ça vous permet de reprendre un artefact en jeu de votre cimetière. Donc il faut casser les Arthos et exiler le cimetière au bon moment. Mais si l'adversaire du coup arrive à vous emmener en late game, il va quand même pouvoir mettre en place la combo dans le même tour. C'est vraiment pas évident à disrupt. Par contre, c'est très dur de jouer autour de la disruption adverse. Même si c'est possible, c'est dur de le faire. Donc attention. Deck qui n'existait plus, puis a réexisté, puis recule un petit peu dans la méta, c'est Golgari Garden ou June Garden. En vrai, c'est mono noir. C'est mono noir puisque les seules cartes vertes que vous jouez, c'est quelques cartes en side et parfois ça main deck, mais c'est même pas sûr. Vous jouez des bêtes, des anti-bêtes et encore des bêtes, très peu. Des anti-bêtes, 1 milliard de pioches, donc vous l'aurez compris, il y a un package en commun hein, avec tous ces sorts de pioches et ces artefacts que vous sacrifiez pour justement piocher des cartes avec vos spells. De bonne gestion, des bêtes à sacrifier en early qui peuvent être des gestions ou votre fixing pour le vert ou simplement un trésor pour vous accélérer. Rat Decrypt qui est une des rares vrasses entre guillemets du format qu'on joue ici.
très intéressant d'avoir un Decrypt avec Avenging Hunter, parce que quand vous êtes le monarque, il y a un effet, quand vous prenez l'initiative, pardon, il y a un effet qui vous permet de mettre des marqueurs sur une bête. Si vous les mettez sur un rat, du coup, vous pouvez payer X égale 1 ou 2 pour mettre 1 ou 2 dégâts à toutes les bêtes et tous les joueurs, sans que le rat meure, parce que normalement, il meurt dès que vous utilisez la capacité du rat. Alors que là, non. Ça vous permet du coup de Vras à tous les tours. J'ai joué contre ça une fois, je m'en souviens encore, c'était vraiment, je ne peux plus gagner. C'est trop fort, ça me Vras tous les tours, je suis dead, et ça me met des dégâts à distance. Et vous gagnez un petit peu de points de vie avec, il est où, avec Toxin Analysis, ouais, sur certaines bêtes ou sur l'effet de rat Decrypt, ou bien sur ça qui vous fait gagner 3 points de vie que vous castez à 0, ainsi que sur vos petits lambas. Bon, vous gagnez pas énormément de points de vie, mais juste assez pour que le différentiel soit en votre avantage. Et vous jouez évidemment des snuff out parce que on a démarré, on étince un petit peu. On passe au deck combo maintenant. High Tide. Globalement, la combo, c'est de faire plusieurs High Tide pour que toutes vos îles fassent plein de mana, puis de caster ça en le répliquant 1 milliard de fois pour meuler tout le deck de l'adversaire et qu'il perde la partie. Pour ce faire, du coup, on a plein de petits spells pour creuser, comme Fearful Depth, comme ça, pour 1, pioche une carte, etc. Ça, pioche 3, défausse 3 à la fin du tour. Spoiler, vous ne verrez pas à la fin du tour, puisque vous allez gagner dans le tour. Enfin, à la fin de votre tour, je veux dire, vous allez vider la bibliothèque de l'adversaire, donc pas de galère. Vous avez des tutos, justement, comme Merchant Scroll pour aller chercher High Tide, qui est à l'instant, et oui, c'est fort. Bon, vous allez jouer la combo en sorcerie, mais c'est un instant quand même. Vous allez du coup faire plein de mana et dégager vos landes. Oui, c'est ça, je vais dire. Je crois qu'il me manque une partie de la combo que je vous ai pas dit là. Vous allez dégager vos landes avec des choses comme ça qui permettent d'engager ou dégager un permanent. Et vous allez le Splice on to Arcane. Pour un mana bleu, en fait, vous allez ajouter l'effet de ce sort à un spell d'Arcane. Donc vous avez ça, évidemment, et ça comme spell d'Arcane. Et un petit autre, je crois aussi qui traîne, voilà, Petal of Insight. Ce qui fait que quand vous allez faire un mana piocher une carte, en fait, ça va devenir 2 mana piocher une carte et dégager un land. Sauf que dégager un land, quand vous êtes sous high tide, ça fait 2 mana. Si vous avez plusieurs high tide, ça fait 3, 4, 5 mana. Bon, si vous êtes 5 mana, c'est que vous êtes vraiment bien. C'est que ça le deck, vous jouez tout seul, vous vous en foutez de ce que fait l'oppo, vous regardez juste s'il a l'étal ou pas, s'il n'a pas l'étal, vous continuez, s'il a l'étal, vous rangez vos cartes, vous passez à la 2 avec votre side. C'est un deck qui side pas très bien, puisque justement vous avez besoin de garder plein de cartes dans votre deck. C'est un deck qui joue pas très bien contre contrôle, puisque si l'adversaire a de quoi... alors répliquer de sa casse, sa copie. Ah oui, non, c'est bon, sa copie. Si vous arrivez au moment où vous allez caster ça, il peut pas contrer, mais si vous arrivez... si vous n'avez pas beaucoup de mana pour lancer la combo et qui peut contrer des high tide ou autres, c'est là où vous n'êtes pas content. Parce que chaque effet high tide contré, c'est vraiment très relou. Donc heureusement que contrôle avec des contres purs existe très peu dans le format. Mais typiquement un deck qui vous défonce, c'est mono bleu, Delver ou Ferry. Il y a des versions high tide avec du blanc aussi, ça je les connais pas du tout et j'ai pas trop compris les différences au niveau de la combo, donc je les présente pas pour pas vous embrouiller, mais voilà. Si vous voulez jouer tout seul dans votre coin, montez high tide, vous serez détesté par les gens parce que vous jouez tout seul et que vous les meulez ou que vous faites rien, donc dans ce cas c'est pas interactif. C'est quand même un deck qui est stimulant pour votre cerveau, mais je décommande de jouer ça plus d'un tournoi. En plus que c'est pas hyper fort et c'est compliqué à jouer. On passe à Dredge dans les decks combo. Alors combo, en vrai, c'est un peu mid-range puisqu'on ne tue pas forcément à la combo, ça dépend de vos sorties. C'est hyper cool à jouer comme deck, pardon, et c'est très fort. Moi, je suis fan du deck. Vous meulez. Ça meule, ça meule, ça meule. Ça permet de se défausser d'une carte de la main. Ça meule avec la mécanique Dredge, donc au lieu de piocher une carte, vous pouvez meuler 5 cartes et reprendre cette carte de votre cimetière dans votre main si elle est au cimetière. Ça et ça se met au cimetière tout seul, et le but c'est de mettre des géants de l'outlet au cimetière, de les réanimer avec Exhume ou Dread Return en sacrifiant les cartes que vous avez juste au-dessus, que vous avez jouées du coup pour vous meuler en début de partie, pour réanimer un géant de l'outlet qui va mettre entre 10 et 20 dégâts dans la gueule de l'adversaire. Bam! Et vous pouvez le sacrifier avec un Dread Return, d'ailleurs pour le réanimer si vous avez besoin. Très consistant comme deck, ce qui est juste un peu chiant c'est la mana base, des fois ça peut être un peu galère de caster plusieurs spells parce que c'est pas beaucoup de land, mais globalement ça va, vous en avez 6, 10, 1, 2, 3, vous avez 14 lands, vous avez beaucoup de choses qui vous meulent et qui vous reprennent des lands, mais si ça vous meule pas de land, ça peut être vraiment très difficile si vous restez stuck à 2 lands. Vous pouvez quand même jouer une game et gagner, mais ça va ralentir la sortie.
Si vous êtes trop lent, en popper, vous pouvez vous faire bagarrer. Pourquoi ce deck est très fort, au-delà du côté combo oups, parce que c'est vrai qu'il peut se faire attaquer par les anti-cimetières, notamment des gens en no main deck, parce que d'une part, si vous faites attaquer de ce côté-là, vous pouvez juste caster des trolls de Khazad-dûm, des Generous Ent et des Lotlel qui vont mettre quand même 1 ou 2 dégâts en arrivant en jeu, qui vont être très relous pour votre adversaire. Vous avez ça, qui est une play, c'est une 1-5 Fly Death Touch, qui peut revenir tous les tours. Tous les tours, elle revient, parce que si votre adversaire l'a géré ou que vous avez bloqué avec, vous faites dredge et vous la reprenez. Donc c'est vraiment une plaie pour les adversaires qui jouent le board. Et vous avez main deck ceci, des gens en jouent même 3, 2 points de vie pour chaque créature au cimetière, dans votre cimetière, avec le flashback, donc si vous le meulez, vous ne la perdez pas. Et c'est très simple de gagner 20 points de vie en early. Donc contre un deck genre Burn ou Rakdos, vous faites tiens, je gagne 20 PEV. Puis il a envie de se foutre sous un pont et de pleurer, et c'est normal. Et si vous tombe les 20 PEV que vous avez regagné, vous en retrouvez un autre, vous le recastez, si entre temps vous ne l'avez pas déjà tué. C'est vraiment délirant. Et le side, c'est d'une beauté, les amis. Mais c'est d'une beauté, je vous le montre un peu. Flashback, 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 flashback. Tout dans votre side à flashback. Il y a des versions qui jouent pas autant de trucs comme ça, mais globalement c'est ça. Ça veut dire que vous vous meulez et vous allez trouver votre side. Vous avez besoin de trucs exi, vous avez besoin de fog, vous avez besoin de gagner plus de points de vie. Tout est dans le side, donc tout à flashback, pardon. Donc tout va être meulé, donc tout va être trouvé et casté. Puisque trouver le side à la main en piochant, c'est dur. Mais quand toutes vos cartes vont techniquement piocher 3 ou 4, voire 5, c'est gratos. C'est gratos, donc vraiment, très très bien. Bon, inconvénient, c'est que le side n'est pas extrêmement fort, du coup. Mais il se trouve très facilement. La petite sucrerie pour finir cette vidéo qui est déjà un petit peu longue. En même temps, là, je vous ai présenté tous les decks. J'espère que ça vous a régalé. Enfin, quasiment tous les decks principaux. Balustrade Spy. Balustrade Spy, qu'est-ce que c'est? Déjà, regardez combien il y a de land. Il n'y en a pas beaucoup. Et vous allez dire, ah, ça doit jouer les pétales de lotus, des trucs comme ça. Non. Non, non, non. Ça joue 3 forêts, 1 montagne, 2 marais, basta cosy. Et le but, c'est de jouer, comme son nom l'indique, des Balustrade Spy. Pour 4 mana, on a une 2-3 fly qui, quand elle arrive en jeu, meule des cartes d'un joueur ciblé jusqu'à révéler un land qu'on met ensuite dans notre main, je crois. Ah non, même pas, on ne le met même pas dans le main, juste on révèle un land, et tout ce qui a été révélé, on le met au cimetière. Donc évidemment, vous le faites sur vous, vous allez vous meuler énormément, statistiquement en tout cas. Vous avez plein d'effets pour aller chercher vos lands en début de partie, donc Generous Ent, Troll de Khazad-dûm, Sagu Woodling, qui est justement un ajout de Tarkir qui permet d'avoir un effet de recherche de land supplémentaire. Si vous avez déjà 2 mana, votre Sakura Tribuilder, il vous permet d'aller chercher un autre land. Et en fait, tout est basé autour de on va se meuler énormément grâce au Balustrade Spy. Et c'est une version alternative de Dredge en fait, puisque vous allez du coup réanimer tout pareil des géants de l'Outlet avec Exhume ou avec le petit Dread Return qui traîne pour tuer votre adversaire. Vous avez une version plus all-in combo qui s'en sort moins bien du coup contre aggro puisque vous n'avez pas là vous n'avez pas les Gno to the Bone, vous n'avez pas le loisir de les jouer en main deck ni en side d'ailleurs comme cette version là. Vous n'avez pas le plan de jeu non plus avec des petites créatures qui peuvent bloquer en early contre aggro, donc c'est vraiment chaud. Par contre vous allez extrêmement vite. Vous allez extrêmement vite puisque vous vous meulez quasiment tout votre deck d'un coup. Vous enlevez en plus des landes de votre deck avec ces effets-là, ça et ça. À la place de payer le coup, vous révélez votre main. Et si elle ne contient pas de land, vous allez chercher une forêt et vous la mettez dans votre main. Donc c'est très fort. Et du coup, vous tuez. Alors il y a quand même un petit plan de jeu entre guillemets midrange. Vous pouvez quand même caster vos cartes au bout d'un moment. Hein, parce que vous trouvez assez facilement tous vos lands. Et que vous ne les meulez pas avec le Balustrade Spy. Mais voilà, il y a des sorties où juste vous galérez contre votre deck et c'est chaud. Moi j'ai très envie de tester ça. Très possible qu'à une prochaine FNM en popper je sorte ça. Je vous garantis pas de résultat. Ouais, je vais tester pour vous et je vous débrieferai ça. Et ça conclut du coup cette vidéo où je vous présente petit état du popper. Mes poppers mes joueurs de popper sûrs, n'hésitez pas à faire la propagande autour de vous pour en parler. Moi, à force, j'ai eu un collègue, ça y est, qui va se mettre au popper normalement. Ça fait plaisir. C'était pas Val, c'est un autre collègue. Val veut jouer des cartes puissantes, il ne comprend pas que la puissance réside dans le maniement des cartes et pas dans les cartes elles-mêmes. Donc je l'aurai un jour, je l'aurai. Et pour tout ce qui est petit deck que je vous ai pas présenté, petit deck contrôle, petit deck combo ou autre deck aggro,
Si vous voulez, je vous présenterai toutes les decklists à terme, mais les faibles pourcentages sont souvent des decks qui bougent beaucoup en termes de decklist, donc c'est dur de vous présenter une version qui bouge pas. Ou alors c'est des decks d'experts qui font des performances dans les mains d'experts, mais sinon qui font rarement de performances, donc c'est moins pertinent de vous les présenter. Même si le popper est un peu un format d'expert, je l'entends. Fin de cette vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseau dans la description avec notre chaîne Twitch, ValPL Magic Arena FR. Et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Ciao tout le monde!